Non, rien. Moi, je ou pas? Je suis sur Internet. Et on va en parler. Ok, d'accord. Merci. Oui, c'est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne laisse personne rentrer. Je suis sur un meeting. Bonjour à tous. Je pense que le live va démarrer. Bonjour, chers auditeurs. Bonjour, chers speakers. Nous sommes sur la deuxième session plénière du Salon de l'épargne, de l'investissement et de l'immobilier. Je me nomme Alex Sea. Je suis directeur de Africa FinTech Forum, qui est une plateforme, qui est une organisation non gouvernementale qui rassemble les professionnels de l'industrie de la finance, donc afin de promouvoir la finance digitale comme pilier de développement des systèmes financiers, pilier de développement de nos économies africaines. Donc, j'aurai l'honneur de modérer pendant 1h30 ce panel. Ce panel sur le thème de l'apport des fintech dans les offres d'épargne et d'investissement. J'aurai cette lourde charge et cet honneur de modérer pas mal d'intelligence, donc pas mal d'expertise du domaine.
Avant que d'en arriver au vif du sujet, je voudrais rapidement présenter le cadre. Donc, on parlera aujourd'hui de FinTech, on parlera d'épargne et d'investissement. Ce que nous devons savoir, c'est que l'histoire de la FinTech est très fortement liée à l'épargne et à l'investissement, dans la mesure où l'apparition des technologies financières dans l'industrie bancaire portait sur, bien évidemment, dès le départ, l'envie ou la transformation du métier d'agent de banque en métier de conseiller client. Donc, il s'agissait pour les banques au début de pouvoir externaliser des activités non stratégiques comme les demandes des clients concernant la position des comptes, les demandes des clients de chéquier. Donc, de transformer les agents de banque en conseillers clients. Donc, ils étaient beaucoup plus sur des activités de conseil des clients sur les produits d'épargne et d'investissement. Donc, maintenant, le digital s'est introduit dans l'industrie bancaire et que les clients avaient maintenant la possibilité de solliciter en ligne, de faire en ligne des demandes de chèques, de faire en ligne des demandes de position bancaire. Et le second point qui marque ce lien fort entre les fintech et le monde de l'investissement se dénote de la crise des subprimes. Donc, on connaît toute cette crise de 2008 avec la perte d'investissement des populations de classe moyenne qui ont souscrit à des crédits hypothécaires. Donc, à partir de cet instant, à partir de cette crise, on a commencé à noter une transformation en profondeur des métiers de la banque, mais on a commencé à noter la naissance dans l'industrie bancaire de l'apparition de petites entreprises qui veulent proposer la finance autrement, qui veulent proposer des produits d'épargne et des produits d'investissement autrement. Donc, on a commencé à connaître des plateformes de crowdfunding qui se sont mises en place en Europe pour pouvoir accompagner l'accès des populations, l'accès de la population à des solutions de crédit, à des solutions d'épargne. Donc, juste pour dire que ces deux aspects sont fortement liés. Donc, pour échanger sur ce point, pour échanger sur cette corrélation entre FinTech et les offres d'épargne et d'investissement, nous avons 4 speakers. Je vais demander aux speakers de se présenter directement. Donc, en commençant bien sûr par la dame, donc honneur aux dames. Je voudrais demander à Linda Aoui, directrice générale de MFS, de MTN MFS, donc de se présenter. Ensuite, nous aurons la présentation des autres speakers. Ton micro doit être fermé, je crois. OK. Donc, bonsoir Alex. Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être sur ce panel. Je suis donc Linda Aoui Mensa, directrice générale de MTN MFS Côte d'Ivoire depuis 2018, depuis septembre 2018. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir de moi? C'est que j'ai commencé ma carrière en audit interne, en audit externe, pardon, chez Deloitte. Et ensuite, j'ai intégré l'audit interne au niveau de British American Tobacco. Et de là, j'ai rejoint MTN Côte d'Ivoire depuis 2008, en charge donc de tout ce qui est gestion de risque, etc. Et donc, depuis 2018, je suis donc à ce poste et très heureuse, en tout cas, de travailler dans cette sphère qui allie bien le background que j'ai, donc financier et technique. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci, Linda. Isaac est là? Bonjour, Isaac. Alex, tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement, Isaac.
D'accord. Donc, bonsoir Alex, bonsoir à tous, bonsoir Linda, bonsoir à tous les autres panélistes. Donc, moi, je suis Isaac Folly, administrateur, directeur général de Standard Chartered Bank depuis septembre 2015. Je totalise environ 25 ans d'expérience bancaire dans le domaine de la banque. Avant Standard Chartered Bank, j'ai eu à occuper les postes de directeur général d'AMO Banque Côte d'Ivoire de 2012 à 2015 et précédemment le poste de directeur général d'AMO Banque Togo de 2009 à 2012. Avant de rejoindre le groupe Diamond Bank, j'ai été à Citibank pendant près de 9 ans et le dernier poste à Citibank de 2000 à fin 2008 était vice-président directeur d'exploitation. Et avant cela, j'ai commencé ma carrière à Ecobank de 1996 à 2000, où j'ai commencé comme analyste financier pour finir comme directeur adjoint du risque. Voilà brièvement ma présentation. Je suis également président de la Chambre de commerce britannique en Côte d'Ivoire. Merci Alex. Merci Isaac. On reviendra tout à l'heure vers toi pour de plus amples informations sur ton activité. Je voudrais maintenant passer la parole à Ken Kakena. Bonjour Ken. Alex, je ne sais pas si tu m'entends. Parfaitement. Ok. Alors, c'est comme ça. Bonjour Alex, bonjour à tous les autres panélistes et à ceux qui voudront bien suivre ce panel. Alors, je suis Ken Kakena, je suis cofondateur de Wizall Money et directeur général de Wizall Money en Côte d'Ivoire. Alors, Wizall Money, c'est, on va dire, un opérateur mobile money présent en Côte d'Ivoire depuis 1 an et demi maintenant, mais qui intervient dans la sous-région depuis 2015, notamment au Sénégal, avec, on va dire, un modèle qui a été assez disruptif et différenciant sur le secteur. Donc voilà, je pense qu'au cours des échanges, j'aurai peut-être l'occasion de parler plus en détail de ce qu'on fait et du secteur. Mais je suis donc, on va dire, la voix un peu start-up de l'ensemble du panel, je crois. D'accord. On a une autre voix fintech, notamment Daniel Awassa. Bonjour Daniel, tu nous entends? Bonjour Alex, bonjour tout le monde. Merci de nous permettre de participer et de partager notre expérience. Donc, je suis Daniel Awassa, je suis un des cofondateurs du groupe WebLogi, éditeur du portail d'information Abidjan.net. Ça fait maintenant 6 ans que nous sommes rentrés dans le domaine de la finance avec les produits de cartes prépayées, dont nous sommes programme manager pour Visa sur 18 pays d'Afrique francophone. Nous développons des cartes, nous développons aussi des applications de paiement et de services à travers l'application APL. D'accord, merci beaucoup Daniel. Je pense qu'on a fait le tour des tables. On m'avait dit que Habib Bamba d'Orange devait être là. Est-ce qu'on me confirme s'il est là ou pas? Sinon, on va directement entrer dans le vif du sujet. On parlait tout à l'heure de FinTech. Donc, Wizall disait être la seule FinTech sur le panel. Donc, aussi, on avait cette présentation de Abidjan.net, donc à travers WebLogi, de ses activités FinTech. Bien avant le panel, on me disait MTN, MFS, c'est une FinTech ou pas. Je pense que tout autour de ce panel, on aura les réponses, on aura les questions. Je voudrais, pour entrer dans le vif du sujet, donc commencer par planter le décor et puis demander à Daniel, donc, pardon, plutôt à Ken, donc de partager avec nous sa définition de la FinTech et de pousser cette définition-là en essayant de nous présenter sur la base de ce que je disais tantôt, est-ce que MTN, MFS est une FinTech ou pas? Donc, d'essayer de nous partager une segmentation probable de l'industrie de la FinTech.
merci pour la question qui n'est pas un cadeau. Alors, déjà, je vais peut-être corriger ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, c'est vrai que j'avais omis que Daniel et WebLogy passaient après moi. Donc, on est bien plusieurs fintech autour de la table et on ne revendique bien sûr aucunement le statut du lead fintech du panel. Alors, ceci étant dit, c'est vrai que tu l'as très bien expliqué, il n'y a pas de définition qui fasse consensus sur la notion de fintech, de la même façon qu'il n'y en a pas qui fasse consensus sur la notion de start-up. Mais ma définition, c'est que c'est une start-up, d'abord, qui, on va dire, utilise la technologie pour apporter de l'innovation dans le secteur de la finance. Voilà. Donc, tu as rappelé tout à l'heure un peu d'où venait un peu l'émergence de ce mouvement. C'est un mouvement qui a été amplifié par la crise de la fin des années 2000 et par la nécessité d'un certain nombre on va dire, d'établissements financiers traditionnels de se réorganiser et par ailleurs d'une demande on va dire, du marché qui a évolué et qui a finalement, on va dire, mûri vers plus d'inclusion dans nos pays africains, où on est majoritairement sur des populations non bancarisées, ou alors dans les pays plus matures, sur des services qui soient plus performants. Donc, basé sur ce constat-là, moi, je retiens 5 ou 6 principaux types de fintech. Il y a les fintech qui font principalement les activités de transfert et de paiement. Donc, c'est là qu'on se retrouve principalement à la fois WebLogy, à la fois Wizall. Je vais volontairement éviter la question de est-ce que MTN, MFS est une fintech ou non. Donc, je pense qu'il faudra qu'on en parle. Donc, c'est le premier type on va dire, de fintech. Le second type, c'est les fintech liés vraiment au secteur de l'assurance. Troisième, les fintech qui sont sur les activités de crédit, vraiment de crédit digital. Et on va dire les 3 dernières, c'est des fintech qui apportent, on va dire, de la valeur ajoutée sur des processus, et notamment des processus de back-office. Donc, il y aura des fintech liés aux activités notamment de data, donc pour faciliter notamment le scoring. Un certain nombre de fintech à grand succès qui sont sortis à ce niveau-là. Sur la gestion de processus, notamment liés à l'identification, à la conformité, en vue de rendre plus performant un certain nombre d'activités financières. Et enfin, le 6e type de fintech de façon conventionnelle, on va dire, c'est celui sur la gestion des investissements, gestion de notre argent, un certain nombre d'applicatifs mis à la disposition du grand public pour, là aussi, avoir plus de réactivité et de performance. Donc, voilà un peu ma définition et ce que j'englobe dans le terme de fintech. Donc, ayant commencé en disant que c'était des startups, je pense que Madame Aoui ne m'en voudra pas si je ne mets pas dans ma définition des grandes sociétés de télécom comme étant des fintech. Pour conclure peut-être, oui, rapidement. Je vais conclure rapidement en disant que il y a une tradition de la technologie dans le secteur de la finance. Hein, c'est évident, les banques sont quand même des banques, les établissements d'assurance sont des entités, on va dire, quasi actives sur la technologie. Donc, en parlant de fintech, on parle bien de sociétés qui sont récentes et qui ont une rupture sur le secteur en utilisant la technologie. Voilà. D'accord. Merci, Ken. Je pense que on a une autre fintech, notamment WebLogy. Rapidement, Daniel, si tu peux ajouter à ce que Ken vient de dire tout à l'heure, mais rapidement 2 mots. Mais je voudrais aussi, dans ton approche, dans ton tour de parole, que tu puisses nous préciser certains mots, certains concepts qui ont cours dans le domaine, dans l'industrie, notamment les concepts de blockchain, de crypto-monnaie, etc. Donc, éventuellement, on est intéressé à voir le lien entre toutes ces technologies, le lien entre toutes
entre tous ces concepts? Je pense que Ken a déjà bien présenté les différents types de fintech. Mais principalement, la finance et la technologie, c'est ce qui crée en fait ces fintech. Mais l'élément technologique est très important parce que les technologies, elles évoluent et ça demande aux entreprises, aux acteurs qui sont dans ce secteur, une certaine agilité afin de continuellement en fait, s'adapter à l'évolution en fait, des technologies. Et pourquoi ces technologies évoluent? C'est pour mieux répondre aux besoins en fait, des consommateurs, mais surtout pour mieux gérer en fait, le risque. Ce qui me ramène à parler un peu des éléments en fait, de technologie et de blockchain. Et est une technologie en fait, qui permet de retracer en fait, une information de telle sorte qu'elle ne puisse être falsifiable. Et l'utilisation de cette technologie dans le développement de certaines fintech est très intéressante parce que autour de cette technologie, on peut développer un écosystème qui va sécuriser la donnée en fait, financière. Donc certaines fintech vont utiliser cette technologie, par exemple, pour développer le Bitcoin qui va permettre en fait de créer une nouvelle type en fait de monnaie électronique et de système d'échange. D'accord. Je pense qu'on aura le temps tout au long de ce panel de dérouler sur ces concepts Bitcoin, toute cette crypto-monnaie que nous connaissons. Pour avancer dans notre échange, je voudrais passer la parole à Linda. Qu'elle ne voulait pas tout à l'heure se prononcer sur la qualité de MTN MFS en tant que fintech ou pas, mais je sais que bien évidemment MTN est très présent dans l'écosystème, dans l'industrie fintech, et en tant qu'acteur télécom, ou l'impact des acteurs télécoms, on connaît un peu ça, dans l'industrie fintech est très avéré, et les télécoms ont eu un gros impact. Donc Linda, déjà moi ce que je voudrais savoir c'est MTN MFS, qu'est-ce que c'est? Il paraît que vous êtes NME, qu'est-ce que c'est? Et puis bien évidemment le concept de mobile money qui a été premièrement développé par les telcos. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et comment doit-on l'appréhender, le comprendre? Okay. Donc, merci Alex. Donc, juste un petit clin d'œil à Ken. Donc, dans sa définition initiale, à part le fait qu'il ait ajouté start-up, et même ça, c'est à discuter, il a parlé justement de technologies qui apportent des services financiers. Et donc, sur la base de ça, on a une conclusion. Mais on peut, je pense qu'on ne va pas aller dans le débat. Le plus important, c'est qu'à la fin de la journée, nous sommes tous acteurs, en tout cas, de ces deux mondes, de la technologie et de l'autre côté, donc des services financiers. OK? Alors, qu'est-ce que MTN MFS Côte d'Ivoire? Nous sommes une EME. Donc, EME qui est l'acronyme tout simplement de entreprise émettrice de monnaie électronique. OK? Et donc, qu'est-ce que c'est la monnaie électronique? Ben, c'est de l'argent qui a été dématérialisé, en fait, sur des supports tels que, je dirais, le téléphone, des cartes prépayées. Et en plus de ça, en fait, la particularité des EME, c'est que nous avons la contrepartie, en fait, de ce cash qui se retrouve au niveau des banques.
Et donc, ça, c'est un élément réglementaire. Donc, le cash qui est contrepartie de cette monnaie électronique, nous devons la garder au niveau des banques. Donc, pour pouvoir justement réguler ce secteur-là qui est nouveau, etc. Donc, d'office, nous avons ce lien. Et ensuite, nous avons un agrément. Nous avons un agrément au titre de l'instruction 2015-008 de la Banque centrale. Donc, on avance un peu. En fait, dès l'instant où on commence à aller vers les UME, etc. et tout, on commence à avoir un peu plus de réglementation. On commence à avoir un peu plus de clarté sur ce que c'est. Et ensuite, on a toute une batterie d'obligations vis-à-vis de la Banque centrale pour pouvoir nous assurer justement l'équilibre financier entre cette monnaie électronique et puis les fonds qui sont détenus au niveau des banques. Donc, globalement, je pense que voilà un peu planter le décor pour une EME. D'accord. OK, merci Linda. Dans les propos de Linda, il apparaissait le rôle central que joue toujours la banque dans bien entendu l'industrie financière, donc la nécessité pour même le mobile money, un acteur télécom, de déposer cette contrepartie financière auprès d'une banque. Donc la banque reste toujours un acteur central. On sait par exemple, on a connu au début le mobile banking, on a connu au début la banque électronique. Aujourd'hui, il y a d'autres concepts qui apparaissent comme l'open banking, etc. Isaac, en tant que banquier de carrière, quels sont les éclairages que tu peux nous apporter sur l'apparition de ces différentes terminologies, mobile banking, banque électronique? Et je sais qu'aujourd'hui, on a la banque mobile, notamment avec vous, avec Standard Chartered. Tu peux nous définir un peu ce que c'est tous ces concepts-là? D'accord. L'évolution de la société et notamment l'accès au téléphone et surtout l'explosion de tout ce qui est réseaux sociaux. On est passé du mobile banking, en fait, qui permet, en fait, via un téléphone, de procéder à des transactions financières. La banque électronique, c'était pour que ce soit pour les entreprises de pouvoir passer des transactions via l'Internet, et maintenant la banque digitale qui permet justement, que nous on a lancé au niveau Standard Chartered Bank depuis 2018, qui permet notamment d'ouvrir un compte à partir de l'endroit où on se trouve et de procéder à toutes les transactions qu'on aurait fait en étant à n'importe quel endroit. Donc, la banque digitale de Standard Chartered Bank permet vraiment de démocratiser la banque, permet d'avoir l'accès à la banque à tout le monde et surtout permet de gagner en temps et en coût. Parce qu'on va le développer plus tard, mais on vit une expérience client exceptionnelle, à la mesure où quand vous venez dans une banque, dans une agence bancaire, le temps de venir compte, le temps d'être reçu compte, le temps de votre transaction soit traitée compte. Et là, vous avez tout ça dans votre téléphone à travers la banque digitale, que ce soit de l'onboarding, à savoir l'ouverture de compte, à l'ouverture d'un compte d'épargne ou aux transactions quelconques, tout se fait à partir de votre téléphone. Donc, votre banque, c'est votre téléphone. Donc, voilà ce que je peux dire de façon simple, Alex. D'accord. Merci Isaac. On aura le temps, comme je le disais, de rentrer dans le vif du sujet, de reparcourir tous ces aspects. On va maintenant entrer dans le vif du sujet. Et le premier point sur lequel je voudrais qu'on échange, c'est bien évidemment ce à quoi les visées de toutes ces technologies, les visées de tous ces acteurs, que ce soit la banque, que ce soit les telcos, que ce soit les fintech. Je pense que l'objectif final qu'ils veulent atteindre tous, c'est l'inclusion financière. On ne se le répète pas assez, on est relativement en retard dans nos régions ouest-africaines. Est-ce que Linda, quelle est cette cartographie ou cette image de l'inclusion financière que tu peux nous partager? Cette image en termes du taux déjà, quel est ce taux-là et comment est-ce que ce taux-là pourrait éventuellement se répartir en termes de
segmentation sociale en termes de peut-être segmentation géographique entre zones rurales et zones urbaines. OK. Donc, Alex, en fait, juste pour revenir un peu à tout ce qui est inclusion financière. Donc, on va parler d'inclusion financière quand, justement, certaines populations qui sont des populations vulnérables, donc des populations rurales, des jeunes, des toutes petites entreprises, des femmes, ont accès justement à des services financiers de base. Ok, donc ça c'est déjà le premier élément. Ensuite, il est important de regarder cette inclusion financière là sur trois aspects, ok, ou trois dimensions si on veut. On va regarder l'inclusion financière sur l'aspect de l'accès. OK, est-ce que c'est facile d'avoir accès justement à ce service-là? Et aujourd'hui, comme Isaac le disait tout à l'heure, avec le téléphone, on a la possibilité justement d'avoir accès à ces services-là. OK, aussi avec le nombre de points que certaines les EME ont pu développer ou d'autres fintechs, l'accès il devient quand même assez facile. Ensuite, on va parler d'utilisation. Est-ce que l'utilisation est assez facile pour permettre justement à ces populations-là qui sont vulnérables, OK, et qui souvent peuvent ne pas être très lettrés, de facilement pouvoir utiliser ces services. Et puis, en bout de chaîne, on va parler maintenant d'accessibilité, mais l'accessibilité en termes de prix. Est-ce qu'on peut avoir accès à ces services à moins de coûts? Est-ce qu'on peut avoir accès à ces services dans des tranches très, très basses? Donc, on va parler donc de micro-crédit, micro-épargne, etc. Et donc, en termes de taux, on peut dire que sur les 10 dernières années, on a eu une augmentation, une très belle augmentation, en tout cas en termes d'inclusion financière. Et les 10 dernières années correspondant justement à l'arrivée des EME et d'autres fintechs. Et on est passé à des taux de moins de 20% à aujourd'hui, à fin 2019, là, des taux de 78%, bon, en fonction de ce qu'on regarde. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a une forte poussée de l'inclusion financière parce qu'on a pu, avec les fintechs, avec les EME, avec la digitalisation de certaines banques sur la place, pu justement toucher un certain nombre de ces populations vulnérables-là. Mais il reste quand même, beaucoup encore reste à faire pour pouvoir nous assurer que nous touchons vraiment toutes les populations. Et c'est la raison pour laquelle, que ce soit la Banque centrale ou que ce soit le gouvernement de Côte d'Ivoire, ils se sont dotés d'une stratégie nationale pour l'inclusion financière. Et elle va s'axer autour de la fiscalité, comment est-ce qu'on arrive à avoir une fiscalité différenciée pour pousser encore plus l'inclusion financière, la réglementation, et puis un élément qui est vraiment critique, qui est donc l'éducation et l'éducation financière des populations. Voilà. Donc, en termes d'inclusion financière, très belle percée, c'est un bon indicateur, en tout cas en termes d'économie, de bonne santé, en tout cas économique, d'un pays ou d'une région. Et donc, on a sur de bons tracks. Mais encore beaucoup de choses un peu faites. D'accord. Merci, Linda. Je me réjouis de t'entendre quand tu peins ce beau tableau, ce tableau d'espérance, et puis éventuellement cette tendance intéressante de l'amélioration de l'inclusion financière.
Je sais que l'inclusion financière, c'est à la fois s'apprécie à la fois relativement à l'offre et bien sûr à la demande, donc l'acceptation, la consommation des produits qui sont proposés. Je voudrais maintenant me tourner vers Isaac sur la base de ce que Linda vient de nous partager tout à l'heure, toute la tendance intéressante, les belles perspectives. Quelle est la réalité quelle est la réalité derrière cette tendance-là en termes d'épargne, en termes d'évolution de l'épargne, en termes de consommation des produits d'épargne et d'investissement par les populations. Bien entendu aussi que l'intérêt, c'est de savoir est-ce que les différentes offres qui existent sur le marché, sur la place financière, sont des offres qui sont assez intéressantes, qui sont assez adaptées à nos populations. Je m'adressais à toi, Isaac, si tu es là. Ah non, je n'entendais pas. Écoutez, en matière d'inclusion financière, déjà, l'approche de Standard Chartered Bank consiste déjà à ne pas mettre de seuil pour l'ouverture de compte par rapport à la banque digitale. Donc, toute personne vivant en Côte d'Ivoire a la possibilité d'ouvrir un compte à partir de 0 francs. Et justement, non seulement on donne accès à la banque à toute personne vivant en Côte d'Ivoire, mais en plus de ça, on offre des services de première classe pour le prix d'une classe économique. Et ça, c'est pas mal. Et c'est une nouvelle approche. Et c'est une question également de responsabilité sociétale. Dans la mesure où vous êtes paysan, vous êtes agriculteur en Côte d'Ivoire, d'où vous êtes, si vous avez un téléphone, si vous savez juste lire ou si vous avez un parent qui peut vous assister, vous pouvez ouvrir votre compte, d'accord? La banque, au bout de 48 heures, va vous livrer une carte de débit Visa Gold, sachant que Standard Chartered Bank est présent dans 70 pays dans le monde, et plus de 70 services bancaires. Et ça, c'est quelque chose de magnifique parce que de 2018, quand on a lancé la banque digitale, à maintenant, on est à peu près à 50 000 comptes. C'est pour vous dire l'engouement que cela suscite. Et en termes de produits, ça va du produit d'épargne classique, mais épargne classique avec rémunération mensuelle des intérêts. On est monté progressivement en puissance avec le lancement il y a quelques mois de la banque assurance où toute personne ayant un compte peut acheter une assurance. Et dans les mois à venir, on va monter dans le cadre de l'investissement où toute personne ayant un compte pourra acheter des obligations, des actions. Donc, vous voyez que l'offre de Standard Chartered Bank en matière d'inclusion financière, d'abord, c'est une priorité pour nous parce que non seulement en termes de responsabilité sociale, les gens étaient persuadés qu'on irait sur le segment affluent consumer élitiste. On a décidé d'ouvrir la banque à tout le monde, d'accord? Et surtout, ce qui est important, c'est de surclasser les clients. On leur offre des services premium. Il est bon de souligner que les 2 premières années, les frais de tenue de compte étaient gratuits. Et généralement, le fait d'être une banque digitale, justement, à la différence de nos concurrents, on ne développe pas un réseau d'agences. Le fait de ne pas développer un réseau d'agences nous permet notamment d'être plus agile et d'être plus flexible en termes de coûts. Et cette flexibilité qu'on a en termes de coûts nous permet notamment d'offrir des coûts très compétitifs à la clientèle. Donc ça, ce sont des éléments qui sont importants pour le bénéfice de la clientèle. Voilà ce que je peux dire, Alex. OK, ce sont des données factuelles très, très intéressantes. Et je pense que le digital, de façon concrète, a sa place dans l'offre de services, dans l'offre dans les offres d'épargne et d'investissement.
l'expérience de Standard Chartered est très, très intéressante. Je pense qu'au niveau des telcos, Linda, MTN a lancé son Momo Cash ou Momo Bank. Je pense que ça doit être ça pour éventuellement travailler en zone rurale à développer l'épargne. Au niveau, à date, quel est l'état de ce projet? Quel est l'état de cette solution? Et puis, bien évidemment, quels sont après les différentes évolutions, les différents champs que vous pensez couvrir? OK, donc merci Alex. Alors, déjà pour moi, je veux revenir un peu à l'épargne. Pour nous, dès l'instant où nous avons un client avec un compte Mobile Money, OK, qui a la possibilité justement de garder son argent sur son compte, c'est déjà de l'épargne. Okay? C'est une épargne simple, mais c'est déjà de l'épargne parce que aussi je prends l'exemple de la dame qui travaille au marché et qui avait l'habitude en fait de déposer, de garder son argent en dessous de son lit. Aujourd'hui, elle peut le mettre à la fin de sa journée sur son compte Mobile Money classique et voilà, elle le garde, elle ne le dépense pas. C'est une forme d'épargne. Alors, sur le produit Momo Cash spécifiquement, donc lui, il a été lancé en 2017 et aujourd'hui, nous avons plus de 3 millions de clients qui ont fait au moins un dépôt. Et donc, l'élément critique ici pour nous, pareil que Isaac, il n'y a pas de montant je veux dire, il n'y a pas de montant initial, mais l'élément critique pour nous, c'est que nous avons des taux qui sont très, très bons et qui vont jusqu'à 7,7% sur les prêts. De plus de ces taux-là, de plus de ces taux, nous avons vraiment une stratification des populations vulnérables qui ont d'office accès à ce service. Parce qu'aujourd'hui, avec le téléphone portable, la couverture de la population dans les zones les plus reculées, elle est au-delà des 95%. Et donc, on a la possibilité, nous avons investi massivement sur ces 2-3 dernières années pour pouvoir justement avoir des personnes sur le terrain pour expliquer, c'est-à-dire à côté du fait que nous ouvrons les comptes, nous expliquons c'est quoi le produit Momo Cash, nous leur expliquons qu'ils ont la possibilité de faire de l'épargne et nous leur expliquons qu'ils ont la possibilité d'avoir des micro crédits qui sont payables dans des périodes de moins d'un mois. Et donc, c'est vraiment à ça que répond notre produit. Il répond vraiment aux besoins de ces populations-là qui sont les couches les plus vulnérables. Et donc, nous avons vraiment l'intention de continuer, d'intensifier sur les points parce que sur l'éducation, comme je l'ai dit, il est important, lorsqu'on veut aller plus loin, d'éduquer ces populations-là et de mettre assez de moyens pour pouvoir le faire. Les autorise pas pour l'instant à développer des solutions d'épargne, mais je sais par exemple que pour Weasel qui est adossé à une banque, bien évidemment, j'ai cru entendre qu'il y avait des solutions d'épargne qui étaient proposées en zone rurale à nos populations. Ken? Alors oui, merci de me donner l'opportunité de peut-être parler plus en détail de Weasel et du fait que nous sommes une fintech en effet, mais une fintech adossée aujourd'hui à une institution financière.
qui est le groupe ABI, Atlantic Business International. Et dans ce cadre, la maison mère des banques atlantiques nous permet de pouvoir vraiment mettre à profit les outils technologiques qu'on développe, les faire rentrer dans le cadre régulé de la Banque centrale et nous permettre de proposer des produits financiers au grand public. Alors, sur l'offre d'épargne, elle n'est pas encore opérationnelle aujourd'hui, elle est encore en conception et nous la concevons de façon assez, on va dire, différente que je crois à un certain nombre d'acteurs du marché. On veut dissocier finalement les deux approches d'épargne qu'on constate aujourd'hui sur le terrain, que sont d'une part l'épargne individuelle. Là, on va parler d'une personne qui va en effet soit sécuriser le montant restant sur son compte. Donc là, en quelque sorte, on fait de l'épargne puisqu'on a des comptes aujourd'hui qui permettent notamment à des agriculteurs, à des travailleurs à revenus faibles ou à tout un chacun de conserver son argent sans frais et de pouvoir en disposer sans frais. Mais on souhaite aller plus loin dans la logique d'épargne individuelle en proposant, comme l'a dit Madame Aoui tout à l'heure, une rémunération qui soit intéressante pour lui. L'idéal, enfin l'intérêt de la démarche d'épargne, c'est pas seulement de sécuriser l'argent, mais c'est de faire sécuriser. Maintenant, en développant ce type de produit, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de besoins qui étaient pas couverts. Lorsque on fait l'expérience qu'on fait avant nous, MTN, Standard Chartered, WebLogic, d'aller sur le terrain et de questionner un peu les cibles, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de pratiques d'épargne qui sont déjà existantes et qui ne sont pas encore véritablement intégrées dans les offres de services qui sont proposées. Et il y a notamment la deuxième dimension d'épargne sur laquelle on lancera un produit dès le mois de février de l'année prochaine, qui est l'épargne communautaire et collective. Donc, il y a un certain nombre de personnes qui épargnent de façon individuelle et qui attendent du rendement, mais on a des communautés, et qui souvent représentent le plus grand nombre de personnes, des communautés qui se sont structurées, qui s'organisent et qui veulent consommer des produits financiers, pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle communautaire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est notamment dans le secteur rural, le fait de travailler avec les coopératives qui sont déjà nos clients, des coopératives qui sont financées par notamment Banque Atlantique et Atlantique Microfinance, et qui payent aujourd'hui la production auprès des producteurs à travers Wizall Money, c'est de se dire, allons plus loin dans la démarche, regardons au niveau de la coopérative comment chacun de vos producteurs, qui ne trouvent en réalité pas d'intérêt lorsqu'ils épargnent individuellement les fonds, puisque les revenus sont parfois faibles. Mais si à l'échelle individuelle c'est compliqué, regardons comment chacun peut cotiser au niveau du fonds communautaire qu'on va mettre à votre disposition au niveau de la coopérative. Et autour de cette idée, on développe une mécanique qui permet au producteur de pouvoir être prélevé de son épargne au moment où il reçoit son paiement en mobile money. Donc vous voyez qu'on s'adapte même finalement à son cycle de revenus. Il vend sa marchandise, il est payé. Avec ses fonds, il doit tenir une période de 6 ou 7 mois. Automatiquement, il prélever la part de sa cotisation dans le fonds communautaire. Et c'est à l'échelle de la communauté que les placements sont faits, que les rendements sont générés. Donc voilà un peu comment la technologie peut permettre de finalement rendre accessible et simple pour tout un chacun derrière des solutions qui sont très complexes en termes d'ingénierie financière, puisque ces fonds de coopératives sont adossés à des fonds communs de placement qui sont gérés par des sociétés de gestion, qui derrière sont agrémentés par le CREM, etc. Mais pour le producteur, on va dire, qui est sur son champ, pour lui, ce qu'il retient, c'est la sécurité de son argent, le fait que son argent fructifie et qu'à la fin de la journée, le surplus que lui aura apporté cet argent dormant lui permettra de financer ses propres infrastructures communautaires, que sont notamment les machines, les centres de santé, l'éducation, etc. Donc voilà comment
Je pense que notre objectif, c'est de pouvoir associer, mettre à profit l'ingénierie financière pour, in fine, construire, entre guillemets, de l'ingénierie qui soit sociale et qui impacte véritablement des populations qui, aujourd'hui, fonctionnent beaucoup en bas. Merci Ken pour toutes ces informations. Je pense que l'avenir de l'épargne à travers le digital est reluisant, peut être reluisant. Donc, à travers toutes ces offres de MTN, toutes ces offres de Weasel, et puis bien évidemment, ce que déjà a commencé à faire Standard Chartered. Daniel, au niveau de WebLogy, est-ce que vous envisagez bien évidemment proposer ce type de solution? Les fintechs, on a parlé beaucoup plus là d'épargne, mais on attend aussi les fintechs sur des challenges beaucoup plus intéressants, comme celui de l'investissement. On connaît dans certains pays des fintechs qui ont proposé des choses extraordinaires, des choses formidables, afin de démocratiser justement l'investissement. Au niveau de WebLogy, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce que vous avez comme solution, comme offre en termes d'épargne jusque-là? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je que le son est faible. Au niveau de WebLogy, en fait, nous avons ce qu'on appelle nos cartes salaires. Et donc, certaines PME utilisent nos solutions de cartes prépayées comme un moyen pour distribuer le salaire à la fin du mois. Nous sommes aussi promoteurs de la solution Yango, qui est une solution de taxi à la commande. Et tous nos chauffeurs de taxi ont cette carte qui est une sorte en fait, de carte pour collecter leurs revenus, leurs bonus. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'au lieu d'utiliser cette carte comme un moyen de retraite, ils ont commencé à utiliser en fait, cette carte en fait, comme un moyen d'épargne. Donc, ils ont commencé à épargner en fait, une partie de leurs revenus sur cette carte-là. Et certains ont réussi à acheter en fait, un véhicule d'occasion avec l'épargne qu'ils ont réussi à mettre en place. Et donc, naturellement, ça nous a intéressés. On a décidé de développer des partenariats avec plusieurs sociétés d'assurance pour offrir des produits à ces salariés. Donc, nous, notre approche, nous ne voulons pas offrir un seul produit, nous voulons offrir une multitude de produits et donner le choix à l'utilisateur de choisir le produit le mieux adapté à ses objectifs. Donc, l'objectif, c'est de permettre à ces chauffeurs de taxi de mettre de l'argent en épargne dans un produit d'assurance qui permettra de constituer un capital et ensuite, par le levier en fait, de la microfinance, l'obtention d'un crédit pour l'achat d'un véhicule. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup Daniel. Je le disais tantôt, sur la partie investissement, on n'a pas encore, aucun d'entre vous, à moins que je ne me trompe, n'a présenté d'offres. Au niveau de Standard Chartered, Isaac, je ne sais pas si vous avez des offres d'investissement qui sont fortement axées sur le digital. Mais déjà, moi, la question que je voudrais partager avec vous, c'était évidemment sur comment est-ce qu'on pouvait faire de ce digital-là le catalyseur de l'épargne et de l'investissement. Peut-être il y a beaucoup de variables à prendre en compte, notamment le cadre structurel, notamment le cadre opérationnel. Je le disais, on ne connaît pas beaucoup ou on n'a pas partagé sur cet échange des solutions assises, des solutions d'investissement assises sur le digital. Est-ce que Daniel, pour toi, qu'est-ce qui existe sur le marché? Et puis, bien évidemment, comment est-ce que ce digital-là peut être ce catalyseur de l'épargne et de l'investissement en prenant en compte peut-être déjà intervenir sur le cadre structurel que j'évoquais tantôt? Oui. Par rapport à l'investissement, il y a quand même un certain nombre de challenges. Je pense que le premier challenge, en fait, c'est le challenge en fait, de l'éducation.
les produits d'investissement et le processus ou l'accessibilité de ces produits font qu'il est difficile aujourd'hui pour un citoyen d'avoir accès à un produit d'épargne à travers l'investissement simple. La procédure d'enregistrement est un peu longue, avec une grande documentation qui est exigée pour pouvoir faire des investissements. Il y a aussi la nature, en fait, des produits d'investissement qui demandent une certaine connaissance parce qu'il y a certains risques. On se rappelle tous de l'histoire de Mon-EVA, qui a réussi à mobiliser un certain nombre de fonds rapidement, mais finalement, en fait, ça s'est mal passé parce que les utilisateurs ne comprenaient pas dans quoi ils investissaient. Ils étaient simplement intéressés par le gain. Donc, nous, notre rôle ou nos obligations en tant que FinTech, c'est naturellement d'éduquer nos utilisateurs à découvrir ces produits d'épargne. Donc, nous le faisons à travers notre application en mettant à disposition des informations financières sur le marché, le marché financier de la BRVN à travers nos services à bourse. Et naturellement, nous allons proposer dans les mois à venir la possibilité de faire des transactions à travers l'application en utilisant une SGI pour acheter des actions ou des obligations sur le marché de la BRVN. 66 milliards ou 70 milliards qui ont été mobilisés, qui ont été déposés par les Ivoiriens auprès de ces différentes sociétés d'agro-business, comme on dit. Et puis, c'est autour de 30 à 40 000 personnes qui ont fait ces dépôts-là. Pour dire que les Ivoiriens ont envie d'investir, les Ivoiriens ont le besoin d'investir. Il y a cette culture-là aussi, comme l'évoquait Daniel, qui n'ont pas la culture de l'investissement, notamment les revenus de l'ordre de 1000%, de 2000% qui ont été miroités. Parlant de ce cadre-là, et surtout de comment est-ce que le digital peut appuyer le développement de l'économie, le développement de l'investissement, est-ce que tu pourrais partager avec nous, Isaac, ton expérience ou bien évidemment les actions que porte ce Standard Chartered? D'accord. Écoute, je te remercie beaucoup, Alex. Le premier élément, c'est que, étant une banque, on est dans un cadre vraiment réglementaire. Donc, déjà, tout individu a une certaine assurance parce qu'il a comme interlocuteur une banque qui est totalement régulée. En ce qui concerne Standard Chartered Bank, en matière d'offres d'investissement, on va lancer très bientôt, sur le premier trimestre 2021, le wealth management, c'est-à-dire que la possibilité pour toute personne d'investir en obligations. D'accord? Donc, ça permettra à toute personne, partout où elle se trouve, de pouvoir investir dans toute émission, d'accord, de T-bills ou d'obligations, avec des niveaux, des taux de rémunération qui sont beaucoup plus élevés que ceux du compte d'épargne classique. Même si en termes de compte d'épargne, nous, on rémunère, comme j'ai dit précédemment, l'épargne de façon mensuelle. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pour nous, le client est au centre de tout. Et pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir justement surclasser le client en apportant des produits à forte valeur ajoutée. C'est pour cela, en tant que banque, on a tenu notre offre à introduire le mobile money. C'est-à-dire que toute personne qui a un compte de mobile money, d'accord, peut envoyer des fonds de son compte mobile money vers le compte Standard Chartered Bank, qui est un compte bancaire et vice-versa. Ça, c'est un élément qui est très important. Et on travaille avec les fintechs dans la mesure où elles ont des compétences que nous, on ne peut pas développer forcément en interne autant T. Donc, pour nous, en termes d'état d'esprit, de mindset, il est très important justement de travailler en alliance, en association, en collaboration
que ce soit avec les fintechs ou que ce soit avec les autres opérateurs de téléphonie cellulaire. On ne les considère pas comme des concurrents, mais plus comme des partenaires dans la mesure où la solution qu'on délivre est au service des utilisateurs. Donc, voilà ce que je peux dire. Donc, court terme, premier trimestre 2021, de façon très concrète, produit d'investissement en wealth management sur tout ce qui est investissement, dans tout ce qui est obligations et titres. Merci, Alex. Bien évidemment, il y aura une solution WealthTech derrière. Il y aura une solution WealthTech derrière, ce qui est très intéressant. Je pense que ça peut permettre de démocratiser l'investissement. Ça peut permettre à toute personne de pouvoir, depuis sa maison, depuis son champ, certainement, de pouvoir souscrire à ces produits que vous offrez. Maintenant, l'un des points qu'il va falloir regarder, c'est le coût de service, donc l'accessibilité, à partir de quelles sont les mises d'entrée. Toutes ces choses-là, je suppose que quand la solution sera prête, elle sera partagée. Aussi, ce qui me réjouit, c'est ce que tu as évoqué, c'est cette collaboration-là qu'il doit y avoir entre banque telco et fintech. Donc, je pense que l'un des aspects pour développer, pour apporter ce digital-là, pour apporter le digital dans le développement de l'épargne de l'investissement, c'est cette collaboration-là qu'il doit y avoir entre tous les acteurs. Je sais, Ken disait tout à l'heure, ils sont adossés à un acteur financier de premier plan. Comment est-ce qu'on peut construire cette collaboration-là, Ken, entre banques, telco et puis d'autres acteurs pour le développement de l'épargne et de l'investissement? Alors, je dirais que c'est une collaboration naturelle. Une collaboration qui est naturelle et qui est, in fine, bénéfique à la fois aux banques et à la fois aux fintech, puisqu'on se rend compte que lorsqu'on regarde un peu le marché, il y a un certain nombre de cibles et de segments de marché aujourd'hui qui sont difficilement accessibles pour les banques. Et même lorsque, et d'ailleurs je salue leur modèle, même lorsqu'il y a des banques digitalisées quasiment à 100% comme Standard Chartered, il reste quand même difficile de proposer un certain nombre de produits du quotidien, des produits vraiment de grande consommation sur l'ensemble du territoire lorsqu'on n'a pas la capacité de développer un réseau de distribution. Et on a par ailleurs des entités donc fintech ou de mobile money qui ont cette vocation justement à traiter de la masse à travers des modèles économiques adaptés, à travers des réseaux de distribution adaptés et à travers finalement une capacité à concevoir des produits qui sont adaptés. Donc le rapprochement est donc naturel. Lorsque on a des opérations qui vont nécessiter des montants élevés, qui vont nécessiter une exposition au risque forte, naturellement, on rentre dans le giron des banques et le périmètre, le champ d'action des fintechs s'arrête. Il y a une sorte de transmission qui se met en place naturelle. Et d'autre part, lorsqu'on est sur des clientèles à plus faible capacité, entre guillemets, et sur des produits qui vont nécessiter de la masse pour être rentables, c'est là que, pour le coup, la banque va faire appel à des fintechs comme les nôtres. Alors, comment ça se traduit? C'est, d'abord de la synergie technologique. Donc, on a évoqué tout à l'heure le bank to wallet. C'est la capacité de pouvoir basculer d'un environnement mobile money à un environnement bancaire de façon simple, rapide et économique. Donc, j'ai de l'argent sur mon compte, sur mon wallet, sur mon wallet Wizall, je le transfère vers le compte Banque Atlantique, ou alors j'ai de l'argent sur mon wallet Wizall et je le transfère vers mon compte Atlantique Microfinance. Dans cette démarche, on est ouvert à un certain nombre de partenariats, puisque dans un pays comme le Sénégal, on a 2 émetteurs de monnaie électronique, Banque Atlantique Sénégal, mais aussi notre émetteur historique qui est Ecobank Sénégal. Donc, finalement, on va dire les passerelles
peuvent se faire de façon, entre guillemets, exclusive ou alors de façon universelle. Alors, la synergie, elle est aussi commerciale. C'est de se dire, lorsque on va aller attaquer un certain nombre de problématiques et un certain nombre de demandes, est-ce qu'il n'est pas intéressant d'y aller comme on dit, en mode écosystème? Et je vais reprendre l'exemple qui, je pense, nous tient tous à cœur en Côte d'Ivoire, c'est l'exemple des filières agricoles, aujourd'hui, qu'on adresse en approche chaîne de valeur et avec une offre commune qui va intégrer la Banque Atlantique, qui va se focaliser sur les besoins de financement, notamment des exportateurs ou des coopératives les plus structurées. Il y a ensuite la microfinance qui, elle, va plutôt adresser les besoins de l'échelon, entre guillemets, inférieur que représentent les coopératives et qui ont souvent des besoins de financement et de fonctionnement qui sont plus en montant et en demande moins complexes que celles des exportateurs. Et in fine, sur le last mile, c'est là que finalement on prend notre part, où le producteur en bout de chaîne, on va plutôt lui proposer non pas un compte bancaire à la Banque Atlantique, pas toujours un compte de microfinance, mais on va lui proposer d'ouvrir un wallet gratuitement et de bénéficier de la même offre de crédit et d'épargne des établissements agréés microfinance et bancaires, mais directement depuis son wallet. Donc là, on n'est plus tout à fait dans une logique de juste basculer des fonds d'un environnement à l'autre. On est dans une logique où on équipe un individu d'un compte 100% digital, mais depuis ce compte de mobile money, il peut bénéficier d'un vrai crédit, donc nano-crédit, en l'occurrence lorsque c'est depuis Wizall, sinon microcrédit, sinon crédit classique. Donc voilà un peu comment de façon technologique et commerciale, on arrive à créer de la synergie entre le mobile money et la banque traditionnelle, si je puis dire. Merci Ken. On va passer, on est presque à la fin de nos échanges, donc entre panélistes, pour aboutir à la session des questions-réponses. Je voudrais, avant qu'on ne finisse, entre nous, recueillir l'avis de Linda. On va faire un peu de prédiction sur ce que sera l'épargne demain, l'épargne et l'investissement demain, donc sur la base du digital. Linda, pour toi, quels seraient, par exemple, les acteurs majeurs de l'épargne de demain, donc sur la base du digital? On le sait, la banque, on a déjà la banque avec, par exemple, Standard Chartered qui propose des choses et au-delà de Standard, bien d'autres acteurs. On a les offres que nous ont présentées Wizall et Weblogy. Mais deux questions. Quelle sera pour toi demain, d'ici à 5 ans, les acteurs qui offriront, qui seront au contact, qui vont démocratiser l'investissement, démocratiser l'épargne, qui auront beaucoup plus d'impact sur ce segment. Et puis, bien entendu, en termes de segment de clientèle, les offres qui ont été présentées, c'était des offres B2C. Oui, Weblogy a des offres B2B. Quels sont les segments les plus intéressants à développer, B2C, B2C ou B2B? Donc, ça fait pour toi 2 questions, Linda. J'espère que ce n'est pas trop. Juste un petit souci. Vous m'entendez? Oui, moi, je t'entends parfaitement. OK, donc pour nous, hein, je pense que de ce que mes collègues panélistes un besoin de collaboration entre acteurs de la chaîne. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. OK. Donc, nous avons clairement besoin de collaboration entre acteurs de la chaîne. Et l'élément fondamental, et je pense que Ken l'a dit très bien, c'est que sur un certain nombre de segments, nous avons des spécialistes. OK? Et donc, quand on va parler d'investissement, de certains types d'investissements,
pour On te perd là, Linda. Allô, Linda. En attendant que Linda ne nous revienne, Isaac, rapidement. Oui, Isaac, rapidement sur la question. Quels seront pour Standard Chartered, je pense, les meilleurs segments de clientèle en termes d'épargne, en termes d'offres d'épargne, en termes d'offres d'investissement? Bon, déjà, nous, ce qui est important pour nous, déjà, l'inclusion financière est un élément important. Donc, on ne vise pas forcément, on est ouvert sur tous les segments. Donc, en termes de catégorisation. L'autre élément qui est important pour nous, c'est de créer un écosystème. Un écosystème où on est allié avec des partenaires, sachant que à travers cet écosystème, chacun vient avec ses points forts et ses points faibles. À titre d'exemple, de façon très concrète, vous verrez dans les stations de Shell vivant en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle des cash deposit machines, des machines où vous pouvez faire et des dépôts et des retraits d'espèces. D'accord? Que vous alliez, par exemple, à Saint-Jean, où il y a un Burger King ou au KFC de Marie Curie, etc., vous verrez des distributeurs Standard Chartered Bank où vous pouvez faire des versements et des retraits en temps réel. Donc, la création d'un écosystème, donc c'est pour ça que nous, on n'a pas de la chance. On crée des alliances, en fait, on crée des écosystèmes qui nous permettent justement de venir auprès de la clientèle avec des produits à forte valeur ajoutée qui sont la résultante d'alliances avec soit des fintechs, d'accord, sachant qu'on a des fintechs, on a une fintech en interne au niveau de Standard Chartered Bank, mais également, on travaille avec des fintechs externes à Standard Chartered Bank. Donc, c'est pour vous dire le degré d'avancement. Et l'autre élément important, on a parlé tout à l'heure de produits d'investissement. J'ai parlé uniquement du premier trimestre 2021 où je parlais d'investissement dans le domaine du marché des capitaux, de tout ce qui est obligations et titres. Mais sur le Q3, le troisième trimestre 2021, on va lancer de façon totalement digitale des crédits à la consommation. Et sur le quatrième trimestre ou le premier trimestre 2022, on va aller sur les prêts immobiliers de façon totalement digitale. C'est-à-dire que le client va à la banque et ça, ce sera fait en association avec un certain nombre d'opérateurs de la place. L'autre élément, on a parlé tout à l'heure de open market, open bank. Open bank, c'est très important dans la mesure où, quand on prend des marchés, par exemple, comme le Canada, on a toutes les banques ont la possibilité d'avoir des informations sur le même client. Et on a la possibilité de connecter des systèmes à travers ce qu'on appelle des API. Donc, on compte justement, dans cette création d'écosystème, développer des API qu'on va faire, des API qu'on va faire avec d'autres opérateurs, d'autres membres de notre écosystème, de façon réellement à apporter des solutions. Mais nous, ce qui est important, c'est que ce soit des solutions totalement digitales. Totalement digitales. Donc, dès que le client souscrit à l'ouverture du compte ou à tout produit de Standard Chartered Bank, il sait qu'il gagne immédiatement de l'argent. Pourquoi? En termes de coût, en termes de valeur ajoutée du produit, d'accord? Et l'exemple le plus simple, vous avez un compte à Standard Chartered Bank, vous voulez faire par exemple un virement à l'étranger dans les montants requis par la Banque centrale, que ce soit en Amérique du Nord, vous faites le virement en 2 minutes et la personne reçoit l'argent le même jour. C'est du jamais vu. Et pour ceux qui ont des comptes parmi les panélistes à Standard Chartered Bank et d'autres personnes que vous le prouvez, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, notre approche, c'est en termes d'abord d'alliance, de partenariat, que ce soit avec les fintechs, parce que les fintechs ont la possibilité, justement,
de créer des produits qui s'adaptent au style de vie des populations. D'accord? Et ils ont cette agilité que parfois les banques n'ont pas. Donc, nous, on est totalement d'avis qu'il faille travailler avec les fintechs. C'est pour ça qu'on a même une en interne. Et surtout, mettre le client au centre de tout. Et surtout, il faut que le client paye moins cher pour des produits bancaires. On donne des services à forte à des coûts très faibles. Merci, Alex. Oui, Isaac, une chose. Comment s'appelle la fintech que vous avez en interne? Si ce n'est pas indiscret. SC Venture. SC Venture. Ok, c'est un projet de Standard Chartered. C'est-à-dire que c'est une fintech que vous avez développée vous-même, c'est pas une fintech que vous avez absorbée. D'accord. Apparemment, on doit avoir perdu Isaac, mais je pense que au niveau de Standard Chartered, il y a des choses très intéressantes. Il y a beaucoup de technologies qu'ils sont en train de développer, il y a beaucoup de solutions qui sont en train de développer qui vont fortement impacter l'industrie financière. On était sur la prédiction, notamment sur qu'est-ce que sera demain les offres d'épargne et d'investissement, donc sur la base du digital. Je voudrais passer le mot à Daniel. Daniel, quelle prédiction, toi, tu ferais rapidement en termes de techno, en termes de technologie? Est-ce que demain, le pari sera sur la blockchain, sur le robot advisor, sur l'intelligence artificielle ou sur le big data? Rapidement, en une minute. Rapidement, bon, moi, je pense que l'avenir dans nos régions est lumineux. Il est lumineux parce qu'on a une population jeune. Les gens veulent une banque différente. Ils veulent de nouveaux services financiers. Ils veulent avoir accès à ces services financiers de leur téléphone. On a de forts taux de pénétration en fait, mobile et de smartphone. Ces téléphones permettent de transformer l'expérience client et de supporter le client en fait à distance et de mieux répondre aux besoins du client parce que le client en fait va donner en fait des données et la connaissance en fait du client et l'analyse en fait de ces données permettra d'apporter des solutions plus fines et plus adaptées du client. Et donc, je pense que en Afrique notamment va transformer et la transformation de système. Et d'ailleurs, analyse en données financières que nous auparavant Ok, Daniel, je pense qu'on te perd aussi. Ce qu'on fera, je pense que lié en fait au pays à travers. D'accord. Ce qu'on fera, on reviendra sur ces aspects en fin de propos. On va maintenant passer à la session des questions-réponses. Donc, il y a quelques questions du public. Est-ce qu'on peut avoir ces questions-là? Je prends une question de Morel Kevenja qui dit comment soutenir et garantir une certaine sécurité de l'investissement. Ok, d'accord. Je pense que on nous dit
qu'on a épuisé le temps et puis la connexion, la techno est en train aussi de nous lâcher. On va rapidement conclure le panel. Ken, je tais-toi. Si en une minute, tu peux partager tes conclusions, tu peux partager tes observations et puis, bien entendu, ta vision de ce que sera l'épargne et l'investissement demain à travers la technologie. Alors, je ne sais pas si on m'entend, tu m'entends? Oui, je t'entends parfaitement. Alors, en une minute, il va s'agir en effet de dire que ce sont des solutions d'avenir. Aujourd'hui, il y a un chemin encore très long qui reste à parcourir. On a parlé du faible taux de bancarisation, ce qui veut dire que tout ce qu'on met en œuvre aujourd'hui, on doit réussir à le faire passer, franchir une nouvelle échelle et le rendre beaucoup plus accessible. On a aujourd'hui le fait que la technologie au sein de la finance est devenue un must et la collaboration avec les fintechs quasiment une obligation. On a aussi la question du cadre réglementaire. On n'a pas eu le temps de beaucoup l'aborder, mais la technologie, entre guillemets, permet de tout faire. On pourrait tout faire, rien n'est impossible au niveau de la technologie. Néanmoins, on traite une matière qui est risquée, qui est stratégique. L'argent des gens, et c'est souvent des problématiques de développement qu'il y a derrière l'accès aux services financiers. Et tout cela est encadré et je pense qu'il y aura aussi un travail à avoir avec les différents régulateurs pour trouver la bonne distance entre encourager l'innovation dans le secteur financier, mais dans le même temps, le faire dans un cadre qui garantit la protection des utilisateurs. Donc, je vais conclure. On a parlé des technologies blockchain, IoT. Le plus important, ça va rester, le challenge le plus important pour nous va rester vraiment la compréhension du besoin et de l'environnement de ces 80% de compatriotes qui aujourd'hui n'ont pas accès aux services financiers, mais d'une certaine façon les refusent parce qu'ils les considèrent soit comme trop chers, soit comme pas pertinents, soit comme pas adaptés. Donc voilà un peu, on va dire, le mot de la fin pour moi, et merci à toi et à cette organisation d'avoir maintenu ce salon ô combien important en Côte d'Ivoire, malgré les traditions qui devaient s'attendre. Merci beaucoup, Ken. Merci pour tes interventions, ta présence et puis cette expérience, cette expertise que tu as partagée avec nous tout au long de ce panel. Daniel, rapidement, en une minute, un mot de fin. Merci Alex. En mot de fin, je dirais le gouvernement et le régulateur en fait ont un rôle très important à jouer dans l'accélération de la transformation de ce secteur-là. Et je trouve que c'est encore un peu dommage qu'on ne puisse pas payer ses taxes, ses impôts, qu'on ne puisse pas payer toutes les taxes en fait qu'on a à payer vis-à-vis de l'État à travers un moyen simple. Je pense que la solution, en fait, nous détenons tous une partie en fait de cet écosystème. La collaboration entre les différents acteurs, entre les banques, les opérateurs, les fintechs, vont créer la valeur ajoutée et délivrer un meilleur service aux clients. Donc, je pense que voilà les deux axes. L'État doit s'impliquer pour imposer l'acceptation des paiements électroniques. Et de l'autre côté, on doit réussir à s'unir parce qu'on n'a pas un challenge qui est juste en fait par pays, mais on a un challenge qui est régional parce qu'au-delà en fait de ces solutions, c'est de réussir en fait à partager ces solutions en fait dans la sous-région, puisque nous faisons partie d'un même écosystème économique. Merci beaucoup, Daniel. On va clore ce panel que j'ai eu à modérer avec beaucoup de plaisir. Merci aussi Ken, merci à Linda et à Isaac qui, pour raison de connectivité, ont dû nous
nous abandonner, mais c'était un plaisir d'être avec vous tous. Et puis, je pense que, comme le disait Ken, on peut tout faire avec le digital, et le digital dans les services financiers, pour l'épargne, pour l'investissement, a beaucoup d'avenir. On sait que il pourra, par exemple, permettre de démocratiser l'investissement, de le rendre accessible, de le rendre beaucoup plus compréhensible. Et au niveau de Africa FinTech Forum, c'est une de nos ambitions, donc de développer le digital pour l'épargne et l'investissement, mais aussi surtout dans l'industrie du capital market. Merci à tous et je pense que merci aussi à nos auditeurs, ceux qui sont restés avec nous tout ce temps. Et on reste toujours connectés sur cet événement, sur le salon. À bientôt.